Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture de Castellio gegen Calvin oder Ein Gewissen gegen die Gewalt de Stefan Zweig. En français, Conscience contre violence ou Castellion contre Calvin. C'est il y a quelques années que j'ai découvert pour la première fois Stefan Zweig en tombant par hasard et en lisant son Marie-Antoinette. C'est un chef-d'œuvre. Un peu plus tard, j'ai lu son Joseph Fouché, j'ai adoré. J'ai lu son roman Le joueur d'échecs, encore une fois, soufflé. Quand je racontais ça à mon ami Achim, il m'a dit « Ah, Castellio contre Calvin, il faut que tu lises ça. » En janvier cette année, quelques jours après l'attentat à la mosquée de Québec, j'étais à Bâle avec une copine et j'ai vu ceci avec une phrase de Castellion. « Tuer un homme, ça n'est pas défendre une idée, c'est tuer un homme. » Je trouvais que cette phrase était d'une pertinence incroyable. Achim m'a rappelé que c'était le livre dont il m'avait parlé. Il m'a prêté son exemplaire. Tout magané, tout vieux. J'aime ça, des livres qui ont du vécu, comme ça. Stefan Zweig est né en 1881 à Vienne, en Autriche, d'une famille juive, mais pas du tout pratiquante. Il a fait son doctorat en philosophie, a traduit Verlaine, Baudelaire, entre autres, s'est lié d'amitié avec l'écrivain français Romain Rolland et avec le psychanalyste Sigmund Freud, dont une abondante correspondance témoigne dans les deux cas. Fait cocasse, en 1910-1911, il a fait un voyage aux États-Unis et au Canada. Il y a un article qu'il a écrit sur le Canada français. Je vous mets le lien ici-bas. Dans les années 20, toutes les publications de Stefan Zweig sont un grand succès, donc il devient un écrivain reconnu. En 1935-1936, il fuit l'Autriche. Ses œuvres sont brûlées en Allemagne comme auteur juif. Finalement, il ira vivre au Brésil, où il s'enlèvera la vie en 1942 avec son épouse. En 1929, il commence des biographies romancées en publiant Joseph Fouché. Il ne faut pas comprendre biographie romancée comme biographie auquel on a ajouté des passages romanesques, mais bien biographie sous forme de roman. Et la dimension roman, dimension narration, stylistique, beauté du texte est plus importante que la posture d'un historien. Ce que je trouve fascinant, c'est la manière dont il fait le portrait psychologique de ses héros. Joseph Fouché a été un personnage absolument ignoble de l'histoire française, méprisable, opportuniste, qui a trahi et servi tous les régimes politiques. Mais quand même, Zweig nous décrit ça avec une apparente neutralité, avec beaucoup de documents historiques, prend pas ouvertement part, du moins dans la narration, et ça demeure un roman absolument fascinant. Il poursuit ses biographies romancées en 1932 avec Marie-Antoinette. Je pourrais développer tellement c'est un roman génial, mais juste vous dire que bien que je savais très bien comment Marie-Antoinette mourait, tout le long du livre, je souhaitais qu'elle survive. Je sentais même avant de le savoir qu'il y avait une parenté entre Stefan Zweig et Sigmund Freud, tellement le portrait qu'il nous peint de Marie-Antoinette est tellement profondément psychologique, c'est tellement des analyses de motivation, c'est tellement loin que c'en est presque psychanalytique. La narration oscille entre un portrait intime, intérieur et des réflexions politiques, donc sur le vivre ensemble, sur les événements politiques qui se passent. Donc, on passe d'un bout à l'autre du spectre. C'est peut-être de là que vient le tragique des œuvres de Stefan Zweig, de ces œuvres-là, du moins, c'est-à-dire cet éternel conflit entre l'individuel et le politique, qui était même à la base des tragédies grecques. Ces narrations, dans ces biographies romancées-là, sont peu assises sur des dates. Zweig nous fait beaucoup plus la peinture de mouvements d'idées. Il prend souvent une posture très universaliste, donc il nous parle de la tyrannie en général plutôt que de cette tyrannie-là. Plus concrètement, maintenant, conscience contre violence, Castillon contre Calvin. Le contexte. On est au 16e siècle à Genève. Le 16e siècle s'est ouvert en 1517 sur Luther qui, grosso modo, rompt avec la religion catholique. C'est la réforme protestante. Et ça ouvre un siècle de guerre de religion, siècle très, très, très sanglant. Vers 1535, on met dehors le catholicisme à Genève. Calvin arrive là et commence la révolution calviniste. Calvin est présenté par Stefan Zweig comme très, très austère, qui n'a aucune joie de vivre. Sa foi religieuse, ce n'est plus une foi où on célèbre Dieu, mais où on le craint. Il n'y a plus de chants dans les messes, on ne sonne plus les cloches des églises. C'est un système de délation, un régime de peur, une tyrannie, ni plus ni moins. Sébastien Castillon, lui, Castillon, il y a plusieurs graphies en français pour son nom. Castillon est un érudit, un des plus grands érudits de son époque, qui a fui la France, Calvin aussi d'ailleurs, à cause de la persécution, se retrouve à Genève et la traduction qu'il fait de la Bible en français n'est pas en complète harmonie avec celle que fait Calvin. Il y a des discussions théologiques, des désaccords, mais Calvin ne peut tolérer aucun désaccord. Il faut absolument qu'il ait raison.
Donc, il a tendance à transformer les discussions théologiques en discussions politiques, sociales et juridiques. Castillon finit par fuir Genève. Il finira à Bâle, où il sera professeur d'université. Mais le véritable conflit entre les deux hommes commence autour de l'affaire de Sevray. Sevray contestait la Trinité, contestait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était une seule chose. Ça plaît pas à grands dirigeants religieux, mais Calvin va plus loin. Il essaie de le faire arrêter par l'Inquisition française. Ça échoue. Mais quand il se pointe à Genève, il le fait arrêter. Le procès est plutôt injuste. Il le fait torturer et le fera brûler. Et c'est autour de ça que s'articule le principal conflit entre Castillon et Calvin. Calvin publie un ouvrage pour défendre son meurtre et Castillon réagit en réfléchissant à qu'est-ce que c'est qu'être hérétique. Finalement, il vient à la conclusion qu'on est tous l'hérétique de quelqu'un d'autre. Donc, c'est le premier ouvrage vraiment sur la tolérance, le premier traité de tolérance. À partir de ce moment-là, dans le roman, l'essentiel de la narration que nous fait Stefan Zweig, c'est le contenu des œuvres qui sont publiées d'un côté par Castillon, de l'autre par Calvin, ainsi que les manigances de Calvin pour que les œuvres de Castillon ne soient pas diffusées. C'est vraiment une bataille d'idées et c'est les idées qui vraiment prennent la place dans le roman de Stefan Zweig. Zweig termine en nous donnant une perspective historique sans seulement condamner tout l'héritage du calvinisme. Il nous montre comment seront redécouvertes les idées de Castillon plus tard. Il nous montre que le calvinisme s'éloigne aussi de la doctrine trop stricte de Calvin. Il souligne aussi comment la pensée calviniste a permis le développement du capitalisme et comment elle sous-tend la Constitution états-unienne et la Déclaration des droits de l'homme française. Toutefois, on a dans l'apprentissage que nous fait Calvin l'ancêtre de tous les puritanismes. Sur Wikipédia, on dit « Les biographies, pour Zweig, sont l'occasion d'éclairer le présent à la lueur des agissements passés. Elles mettent en lumière toute l'incapacité apparente de l'homme à apprendre de ses erreurs. Castellio contre Calvin, c'est probablement bien plus un réquisitoire contre le totalitarisme nazi que contre la réforme calviniste. » Stefan Zweig nous dit « La théologie n'est rien d'autre ici qu'un masque temporaire et fortuit, et Castillon et Calvin eux-mêmes n'apparaissent que comme les représentants visibles d'un antagonisme invisible en même temps qu'insurmontable. Quelle que soit la façon dont on veuille appeler les pôles de ce conflit permanent, tolérance contre intolérance, liberté contre tutelle, humanité contre fanatisme, individualité contre mécanisation, conscience contre force, tous ces mots ne font qu'exprimer les deux termes d'un problème qui se pose pour chacun de nous. Faut-il se prononcer pour l'humain ou le politique, pour l'éthos ou le logos, pour la personnalité ou pour la communauté? En plus de ces questions politiques, j'ai beaucoup aimé le style de Zweig. Il a un grand souffle, une longue phrase soutenue, avec un rythme intéressant, beaucoup d'énumérations bien construites, des termes qui reviennent dans la phrase, des oppositions, certains chiasmes intéressants. J'ai aussi beaucoup aimé l'actualité de cette œuvre-là. Sans cesse, je réfléchissais à beaucoup d'aspects qui dépassaient le cadre de l'œuvre. C'est d'abord un livre sur les dictatures, beaucoup plus que sur les religions. J'ai remarqué plusieurs comportements dans les orthodoxies par rapport aux idéologies. Dans les débats, puis pour moi, c'est plus clair depuis 2012, la grève étudiante au Québec et les combats contre le néolibéralisme depuis. Même si on est dans une même famille d'idées, plutôt que d'accepter les divergences de points de vue par rapport à des détails, on va diaboliser l'autre. On va caricaturer l'idée de l'autre, on va à la rigueur mentir. L'important, c'est d'avoir raison. J'ai reconnu aussi certains de mes comportements. Il y a eu des moments où, par rapport à certains chefs de gouvernement ou chroniqueurs, par exemple, si j'avais eu la possibilité de les brûler sur l'échafaud, je l'aurais fait. Alors que finalement, c'est une différence d'idées qu'on avait là. Donc moi-même, j'ai eu des moments de particulièrement grande intolérance où j'aurais préféré faire taire l'opposant plutôt que de dialoguer et de garder la discussion sur le plan idéologique ou, comme dans le roman, théologique. Je pense que c'est une réflexion très pertinente sur la tolérance à tous les niveaux, au niveau intime et personnel comme au niveau social. C'est pour ça que c'est un roman que je pense qu'il va plaire beaucoup à des militants, aux gens qui sont intéressés par la science politique ou le politique, à tous ceux qui ont déjà aimé Stefan Zweig. Pour ma part, moi, je vais continuer à lire et dévorer Zweig. On m'a dit que Les Très riches heures de l'humanité, c'est son plus beau livre. Je suis fasciné et curieux sur son portrait d'Erasme, son portrait de Marie Stuart, de Magellan, fasciné par ses mémoires et évidemment par sa correspondance. Donc moi, je vais continuer à lire du Stefan Zweig sans aucun doute. Alors, en attendant, je vous souhaite bonne lecture.